Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 1945 en Allemagne, devant les caméras de la propagande de guerre, des soldats américains fondent les plaques qui servaient à imprimer Mein Kampf. 20 ans plus tôt, le chef nazi Adolf Hitler mettait en circulation son texte, un texte d'une violence rare dans lequel il dévoilait son programme. Mein Kampf contient-il un poison qu'on ne saurait conjurer? La question a ressurgi lorsque les droits du livre sont tombés dans le domaine public le 1er janvier 2016, après avoir cessé d'être détenus par le seul État régional allemand de Bavière qui les avait reçus des forces d'occupation américaines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, paraît aux éditions Fayard une édition critique de Mein Kampf intitulée « Historiciser le mal ». Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un historien, Florent Braillard, bonjour. Vous êtes co-directeur de cet ouvrage, puisque celui-ci a été édité avec un très important appareil critique sous votre direction et sous celle d'Andreas Wirsching. Et puis nous sommes en compagnie également de la présidente directrice générale de la maison d'édition Fayard, Sophie de Closet. Bonjour. Bonjour. Sophie de Closet, il faut d'abord que vous nous expliquiez la genèse de ce projet hors norme. Oui, le projet, il est né en 2011. C'est Olivier Nora, qui était mon prédécesseur, qui l'a lancé. Il l'a lancé pour répondre à une situation qui est celle que vous avez décrite, c'est-à-dire d'un texte d'Hitler, un texte qui est problématique et monstrueux à bien des endroits, qui est une source importante de notre histoire et qui circule en France dans une traduction erronée de 1934, qui s'en vend 5000 exemplaires par an, nouvelles éditions latines. Il était accessible en un clic, il l'est toujours sur Internet. Et avec la tombée dans le domaine public, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi de ce texte. C'est quand même une drôle de chose, cette histoire de domaine public. Ça veut dire qu'auparavant, il y avait des droits lorsqu'on éditait Hitler. Qui revenaient au Land de Bavière, au ministère des Finances du Land de Bavière, ouais. Et ceci donc était réglé par les nouvelles éditions latines. Il y avait un débat autour de la publication de Mein Kampf par les nouvelles éditions latines. Sophie de Closet? Il y a eu un débat, mais Florent pourrait en parler sans doute mieux que moi. Il y a eu un débat notamment à la fin des années 70, puisqu'il y a eu un procès qui a été mené par la LICRA avec Serge Klarsfeld et Robert Badinter pour essayer de limiter et d'encadrer la circulation de cette édition. Et c'est à la suite de ce procès qu'a été, par décision de justice, imposé le fait qu'il y ait un avertissement de 8 pages fait par un historien qui est au début de toutes les éditions, que ce soit celle des nouvelles éditions latines ou celle qu'a publiée Alain Soral dès que c'est tombé dans le domaine public, peu après 2016. Donc c'est ça, les petites pages en couleur au début de l'édition Nouvelle Édition Latine. Qu'est-ce qu'elles disent, Florent Braillard, ces quelques pages, ce petit fascicule inséré à l'intérieur de l'édition actuellement proposée, donc celle dans laquelle on a lu, pour ceux qui ne sont pas en tout cas germanophones, Mein Kampf? Elle rappelle les crimes du nazisme. Il faut rappeler qu'évidemment, 1979, c'est pas une date indifférente. Je vous rappelle qu'en 1978, Darquier de Pellepoix, l'ancien commissaire aux questions juives, expliquait depuis son asile en Espagne qu'à Auschwitz, on avait tué que des poux. Par ailleurs, en 1979, Serge Klarsfeld intentait la première poursuite pour crime contre l'humanité contre Jean Leguet. C'est une époque vraiment charnière, où on avait l'impression que l'extrême droite relevait la tête, suivant l'expression consacrée. D'où cette action très forte de la LICRA pour faire en sorte que, puisqu'il n'était pas possible d'interdire la vente et la circulation de ce livre, au moins ce soit précédé d'un avertissement donc de 8 pages qui rappelait tout simplement les crimes et la nocivité de l'idéologie nazie. Simplement, évidemment, 8 pages pour un ouvrage de 700 pages, c'est pas beaucoup. C'était un accomplissement formidable à l'époque. Mais ça n'est plus possible de tolérer qu'un livre aussi majeur, aussi massif, aussi important en tant que source, soit accompagné simplement de 8 pages. Nous, on en a proposé 1400. Dans ces conditions, justement, Sophie de Closet, comment avez-vous organisé ce projet ? Le projet, il a été donc la traduction a été d'abord confiée à Olivier Manoni en 2011, qui a travaillé. Et puis en 2015, quand j'ai pris la succession d'Olivier Nora à la tête de Fayard, Olivier Manoni a fini sa traduction. On a rencontré Florent pour monter une équipe d'historiens et tout un dispositif justement pour mener à bien ce projet, dont on savait que c'était un chantier scientifique au long terme. Et chez Fayard, des projets scientifiques de sciences humaines et sociales dont l'intérêt scientifique prime sur l'intérêt commercial, on
a l'habitude d'en lancer. Et puis on a juste annoncé, parce qu'on était sollicité en 2015, juste avant la tombée dans le domaine public, qu'on poursuivait le projet qui avait été annoncé, qui posait aucun problème. Et là, il y a eu une série de polémiques qui ont surgi dans les médias. Polémique inspirée par un argument principal, Sophie de Closet, ce livre est diabolique et le lancer est une manière d'attiser encore ce vent mauvais et les risques de créer des émules. Oui, enfin, polémique qui en fait était légitime puisque l'information qui était une fake news totale qui a circulé, qui a enflammé la toile, c'était Fayard refait Mein Kampf, qui est évidemment pas ce qu'on fait. On publie aujourd'hui un livre dont, vous l'avez dit, les auteurs c'est Florent Braillard, Andreas Wirsching, qui comprend 2 fois plus d'analyses d'historiens que de traduction d'Hitler et dont le titre est Historiciser le mal. Et donc du coup, avec Fayard étant une maison d'édition privée qui a l'habitude de vendre des livres, tous les soupçons afférents à cette opération, alors qu'il a toujours été, dès le premier jour, entendu que ce ne serait pas une opération commerciale. Soupçon de coût éditorial. De coût éditorial et soupçon de rentabilité, quoi. On veut se faire de l'argent alors que les droits et la totalité des bénéfices seront versés à la fondation Auschwitz-Birkenau, qu'il n'a jamais été question que Fayard gagne le moindre argent dans cette opération. Soupçon qui a été alimenté en fait à chaque fois qu'il y a eu des publications ou bien donc d'ouvrages antisémites ou bien donc là en l'occurrence de cette édition critique Florent Braillard. On peut prendre peut-être quelques autres exemples pour des textes antisémites français. Ah ben, je suppose que vous faites allusion au pamphlet de Céline, dont on a appris de manière un peu étonnante, il y a 2 ans ou 3 ans, que Gallimard souhaitait les publier, dans un premier temps dans la Pléiade, et dans un deuxième temps dans un volume avec une annotation annotée, de manière très rapide et avec une annotation très légère, c'est-à-dire sans tout cet accompagnement historique que nous avons mis en place. Je crois que l'affaire a capoté. Je m'en réjouis parce que tout simplement la question était posée de manière beaucoup trop précoce. Il faut attendre le fait que l'œuvre de Céline tombe dans le domaine public pour se poser éventuellement la question d'une édition critique, et ce sera en 2031. Et puis il y a aussi le fameux dossier Rebattet. Il s'agissait de republier Les Décombres et là aussi un texte antisémite avec une polémique pour savoir s'il fallait ou non republier le livre. Là, c'est assez différent, Sophie de Closet, d'une part, du fait de la nature de cet ouvrage qui peut être considéré comme étant l'ouvrage princeps de la Shoah, et puis peut-être aussi du fait de à la fois l'omniprésence de ce texte, puisqu'il est très facile à trouver, il n'était pas interdit, mais de sa présentation fautive et de la manière dont il fallait peut-être reprendre la traduction et le texte originel. Oui, il fallait reprendre la traduction qui posait beaucoup de problèmes. Et donc, pour un texte qui est une source importante pour comprendre l'histoire, ne pas avoir accès, à moins d'être germaniste, à ce texte tel qu'il a été écrit, puisque la traduction de 1934, elle a été faite pour plaire au goût du bourgeois anti-allemand et antisémite de l'époque. Donc, elle pose beaucoup de problèmes. Mais par ailleurs, c'est un texte qui, pour être lu et pour circuler, doit être encadré parce qu'il est illisible, incompréhensible et problématique à bien des égards. C'est-à-dire que sans toutes les notes qui le bordent, puisque dans notre édition, vous avez les notes entourent le texte et l'encadre comme une rambarde, comme dit Serge Klarsfeld. Sans ces notes-là, vous ne pouvez pas comprendre ce texte, vous ne pouvez pas le contextualiser, vous ne pouvez pas démonter les mensonges d'Hitler. Donc vous ne pouvez pas avoir accès à cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, Florent Braillard, à la fois des problèmes posés par la traduction originelle et des difficultés donc liées à la publication avec l'appareillage critique de ce texte? Oui, alors effectivement, l'un des défis de cette entreprise, c'était, avec Olivier Manoni, d'essayer d'arriver à une traduction qui ne soit pas belle, qui n'améliore pas le texte d'Hitler. L'enjeu, c'était de faire en sorte que le texte de Hitler, passant d'une langue à l'autre, ne se trouve pas amélioré. Ça aurait été évidemment scandaleux. Et donc, c'est-à-dire, ce sont des phrases très étranges. Mais voilà, J'en cite une, par exemple. Allez-y. La ville elle-même mettait aussi bien
bien connu, il parle de Munich, que si j'avais séjourné dans ces murs depuis des années déjà. Il y a une sorte de langue qui est un peu tordue. Alors, je ne suis pas du tout germanophone, mais il y a une logique qui, elle aussi, est assez souvent fautive. C'est très sinueux. Bref, c'est un texte très particulier. Tout l'enjeu était d'arriver à rendre cette étrangeté, voire cet amphigourisme, chaque fois que c'était possible, parce que évidemment, on sait que Hitler avait un certain talent en tant qu'orateur, en tant qu'écrivain, il n'en a aucun. Et donc, c'est le récit, le livre, le manuscrit, écrit il y a un siècle par un autodidacte austro-hongrois, autrichien, qui tout d'un coup se lance dans l'écriture avec, je crois, peu de talent, ce qui veut dire que le résultat est proprement illisible. Et c'est la raison pour laquelle, donc, outre les notes, il y a aussi des introductions. On a décidé, à l'inverse de nos collègues allemands qui ont publié en 2016 l'édition Princeps, pour le coup, qui s'appelle Adolf Hitler, Mein Kampf, eine kritische Edition, dont on adapte l'appareil critique, mais on est allé plus loin puisqu'on a ajouté effectivement des introductions. Et je pense que celles-ci seront extraordinairement utiles aux lecteurs pour comprendre, sans même avoir le lire parfois, ce que voulait dire Hitler. Donc, Sophie de Closet, si on récapitule, un luxe de précaution avec des conditions de publication extrêmement particulières pour cet ouvrage. Oui, parce qu'il était... de fait, c'est pas un livre comme un autre et c'est pas un projet scientifique exactement comme un autre. Et on l'a vu au cours de ces années par l'émotion, souvent légitime, que suscitait cette publication. Donc du coup, on a mis en place un dispositif assez raisonné qui fait que cet ouvrage, par exemple, vous pourrez, à partir du 2 juin, le commander chez les libraires, mais il ne sera pas exposé. Il n'a pas fait l'objet d'une campagne de prospection commerciale et de mise en avant particulière. Donc vous ne le trouverez pas en pile dans les supermarchés en tête de gondole. Vous le commanderez chez les libraires. Donc n'importe qui voudra avoir ce livre pourra l'avoir, mais sa diffusion est raisonnée. On le propose aux bibliothécaires, puisqu'on pense que c'est avant tout un livre qui doit être consulté en bibliothèque, et en particulier en bibliothèque de recherche, que les bibliothécaires qui le souhaitent nous en fassent la demande et on leur enverra gratuitement un exemplaire, puisque le livre qui a nécessité 10 ans de travail et qui est d'une ampleur assez exceptionnelle sera mis en vente au prix de 100 €. Donc on ne veut pas que ce prix freine le partage du savoir pour ceux qui en auraient besoin. Et il faut rappeler également, Florent Braillard, les discussions, les polémiques en Allemagne lors de la republication de cet ouvrage. Que s'étaient dit les Allemands? Quels avaient été les thèmes du débat public à cette époque? Alors, je veux dire que il aurait fallu, pour vous répondre plus précisément, qu'Andreas Wirsching, le co-directeur évidemment du volume, soit présent, puisqu'il a suivi les choses de plus près. Je crois fondamentalement, si vous voulez, que la réception en Allemagne a été excellente, parce que une très grande partie des intellectuels, des historiens, des personnes qui évidemment sont intéressés au sujet ont validé la nécessité absolue d'avoir une édition critique de ce livre, dont il faut signaler qu'à la différence de ce qui se passe en France, il était interdit de réimpression. Donc en Allemagne, il n'y avait pas, à la différence des nouvelles éditions latines qui réimprimaient régulièrement, il n'y avait plus de volumes autres que ceux qui avaient été publiés avant 1945. Cela dit, comme 12 millions de volumes avaient été imprimés et diffusés, il en restait un certain nombre qu'on pouvait trouver chez les bouquinistes. Donc, sans compter Internet, évidemment, puisque c'est ça le moyen de diffusion. C'est là-dessus qu'il faut insister pour les auditeurs qui... Bien sûr, massif, et je regrette qu'on n'ait pas de moyen de compter le nombre d'exemplaires qui sont téléchargés chaque année, parce que ça doit être absolument Même chose hallucinant. pour les protocoles des sages de Sion, qui sont évidemment facilement téléchargeables sur Internet, existent, et donc là aussi existent sans appareil critique. Sans évidemment. commentaire, sans accompagnement. Inutile de dire qui est à l'origine de la diffusion de ces ouvrages. Sur ce point, c'est très ambigu en fait, parce qu'il y a des sites qui sont effectivement pro-nazis ou antisémites qui diffusent les ouvrages que vous citez, et puis il y a des sites qui sont beaucoup plus neutres et où on trouve ce type de choses. L'important, c'est pas tant la source, puisque de toute façon elle est accessible très facilement, c'est qu'est-ce qu'on télécharge. Et on télécharge le texte brut dans une traduction qui n'est pas satisfaisante et sans accompagnement historien. Ce qui veut dire que le lecteur se prive, évidemment, de toutes les armes
à la fois historique et analytique que nous leur proposons dans cette nouvelle édition Historiciser le mal, pour leur permettre de comprendre de quoi il s'agit et donc de se défendre contre cette idéologie absolument ignominieuse. Sophie de Closet, donc cette édition qui est aujourd'hui présente et disponible avec les conditions que vous évoquiez a été accompagnée par un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur ce sujet, dont l'historien Florent Braillard qui est ici. Serge Klarsfeld également a évoqué ce qu'il pensait de cette entreprise. Qu'a-t-il dit en substance ? Il a dit qu'il approuvait notre édition et de fait, il la soutient et qu'il était important pour lui qu'une édition de référence scientifique qui propose justement un bouclier à chaque page et une rambarde contre le texte d'Hitler soit disponible. Et puis il a dit aussi lors de notre conférence de présentation quelque chose qui est un argument auquel je n'avais pas pensé, qui est qu'en fait il faut prendre les démagogues au sérieux, que c'est la matrice des fake news, que cette idéologie et la façon dont on peut manipuler des idéologies extrémistes, elle est toujours en vigueur aujourd'hui, et que la preuve c'est qu'Hitler on l'a souvent pas pris au sérieux quand il a publié ce texte et puis qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il a mis en œuvre son programme de manière extrêmement brutale. Et c'est d'autant plus important, évidemment, qu'il y a dans Mein Kampf une dimension programmatique extraordinairement forte. Et c'est d'une manière la redécouverte que nous avons fait en tant qu'équipe scientifique, tout d'un coup, de nous apercevoir de l'ampleur du projet nazi tel qu'il est décrit dans Mein Kampf. Alors, ça n'est pas un programme politique en bonne et due forme, mais c'est la description d'une utopie, l'utopie nazie, à la fois raciste, antisémite, belliciste et révisionniste, et évidemment autoritaire, qui allait trouver une forme de concrétisation après 1933. Oui, c'est-à-dire que par rapport à cette dystopie, effectivement, il a tenu ses promesses. Il aurait suffi de lire ce livre, de le lire sérieusement pour savoir à qui on avait affaire. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, cet ouvrage est particulièrement utile. On s'étonnerait même qu'il y ait tant de prévention par rapport à l'écrit, alors qu'il y en a très peu par rapport à ces images, les images de la Seconde Guerre mondiale qui ont été diffusées, parfois avec un arrière-plan voyeuriste très étrange. On va continuer d'évoquer donc ce projet, un projet hors norme, une édition critique de Mein Kampf, Historiciser le mal. C'est publié donc aux éditions Fayard et vous nous expliquerez, Florent Braillard et Sophie de Closet, qu'est-ce que cet ouvrage représentait pour Hitler lui-même, quel rôle il a joué dans l'édification du Troisième Reich, et nous serons rejoint par un journaliste, Antoine Wittkin, qui a publié Mein Kampf, Histoire d'un livre, et qui nous expliquera quelle est la diffusion de cet ouvrage dans le monde hier et aujourd'hui. 8h sur France Culture. Il est à nouveau question de cette édition critique de Mein Kampf d'Hitler, Historiciser le mal, aux éditions Fayard, sous la direction d'Andreas Wirsching et de Florent Braillard, l'historien Florent Braillard. Et ici, dans ce studio, il est également accompagné de Sophie de Closet, présidente, directrice générale de la maison d'édition Fayard, qui publie donc cet ouvrage, et d'Antoine Wittkin. Bonjour Antoine Wittkin, vous êtes journaliste, documentariste et vous êtes notamment l'auteur d'un Mein Kampf, Histoire d'un livre. Il faut nous rappeler, Antoine Wittkin, quelle a été la place de cet ouvrage dans la vie d'Hitler. Bonjour. C'est un livre extrêmement important pour Hitler et d'une certaine manière, on peut dire que ce livre fait ce qu'est devenu Hitler. Alors c'est peut-être un peu rapide comme raccourci, mais c'est pas dénué de fondement. Il faut revenir simplement aux conditions d'écriture de ce livre. Hitler l'écrit en 1923, alors qu'il a tenté un putsch contre la République de Weimar. Il est en prison, il écrit un mémoire de défense face au procès à venir. Et c'est, je crois vraiment, et ça a été dit et décrit, c'est en formalisant sa pensée, noir sur blanc, en la couchant sur le papier, qu'il a construit un système d'idées plus cohérent et plus formel que le système d'idées qu'il avait préalablement, qui était en germe, qu'il s'est révélé à lui-même d'une certaine manière, il l'a dit, ça a été dit, et qu'il sait surtout, et c'est là-dessus, c'est ça qui fait l'importance, je pense, de ce texte, qu'il est devenu
entièrement légitime auprès de ses propres troupes et auprès de la mouvance nationale-socialiste ou völkisch qui était assez large et qui ne voyait pas Hitler comme forcément son chef. Il faut rappeler. Oui, völkisch, c'est très difficile à traduire. D'ailleurs, j'imagine que ça a été pour le traducteur Olivier Manoni de ce livre un des enjeux. C'est une idéologie nationaliste raciste, pour faire très simple, qui est spécifiquement allemande. Et donc, c'est le fait d'avoir été l'auteur de Mein Kampf. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais retrouvé pour mon livre les déclarations fiscales d'Hitler dans les années 20. Il se présentait comme écrivain. Et donc, c'est le fait d'avoir écrit ce livre, ça a posé Hitler comme un idéologue et pas seulement le chef d'un groupuscule ou d'un parti voulant prendre le pouvoir sur la République de Weimar. Donc, c'est un livre fondamental pour d'autres raisons dont on va sans doute parler. Florent Braillard, alors, on a dit que ce livre était écrit dans une langue particulièrement amphigourique, avez-vous dit, avec des propos extrêmement sinueux. Quel est l'univers mental d'Hitler ? Il est très multiple, cet univers mental, parce que Hitler donc, naît en Autriche, il rejoint l'Allemagne comme un jeune homme. Ce qui est clair, c'est qu'il se considère comme un Allemand, et que sa passion pour l'arianité est massive. Au fond, moi, ce que je dirais de Mein Kampf, c'est que c'est le livre maître du suprémacisme arien, qui est quand même une idéologie parfaitement lamentable et débile. Mais c'est ça vraiment qui est... Alors c'est une sorte de bric-à-brac. Il faut expliquer quels sont, pas tous les ingrédients, parce que comme c'est un grand bric-à-brac, on n'aura pas le temps de le faire, mais quelques éléments de ce bric-à-brac idéologique. Alors ça part dans tous les sens, si vous voulez. Mein Kampf, c'est à la fois une autobiographie évidemment trafiquée, destinée à transformer l'auteur lui-même comme un messie. C'est une histoire du NSDAP entre 1922 et 1925 ou 26. C'est évidemment un programme politique, ou du moins l'exposé d'une vision du monde, selon l'expression consacrée, qui est donc raciste, antisémite, suprémaciste, tout ce que vous voulez. C'est à certains moments une sorte de manuel du bon militant. Et puis, il y a des chapitres absolument incroyables, en particulier le chapitre 11 du premier volume, Peuple et race, où tout d'un coup, Hitler se lance dans une sorte d'histoire du monde, de l'Antiquité à nos jours, avec évidemment cette opposition soi-disant éternelle entre des soi-disant races, donc la race aryenne qui serait responsable de la totalité de ce qu'il y a de bien dans l'humanité, et la race, donc je mets des guillemets à race à chaque fois, et la race juive qui serait responsable de tous les malheurs de l'humanité. Donc ça part absolument dans tous les sens. Hitler n'est pas un écrivain, il n'est pas capable de cerner son propos. Et c'est ça en fait qui est étonnant, Antoine Vitkin, lorsqu'on prend ce texte, quelle que soit la traduction, on se dit que c'est littéralement indigeste. Comment expliquer qu'un texte aussi obscur, aussi mal conçu, je m'excuse de ce jugement prosaïque pour un livre qui ne l'est pas au vu de son rôle historique, eh bien, comment cela se fait-il que ce livre ait eu autant de succès ? La question, le qualificatif d'indigeste, je crois que c'est aussi un jugement un peu rétrospectif. Hitler n'est pas Marcel Proust et on n'attendait pas de lui d'être un grand écrivain. Pour les contemporains, aussi bien les gens qui le suivaient que ses opposants, ce texte avait une valeur intrinsèque. Et je pense qu'effectivement, les effets de longueur, les répétitions, les éventuelles contradictions, ça n'apportait pas tant que ça. Le succès de ce livre, il est d'abord, je crois, dans sa dimension biographique, c'est-à-dire que pour ses partisans, Hitler est parvenu à assimiler sa propre trajectoire et ses propres échecs personnels aux échecs de l'Allemagne et à la trajectoire de l'Allemagne. Donc il a réussi à s'opposer comme... Effectivement, Florent Braillard a raison, le messie, je mets des guillemets à cela, et à démontrer à ses partisans qu'effectivement, ces échecs étaient ceux de l'Allemagne et que donc, si on voulait surpasser les échecs, il fallait le suivre. Il faut rappeler, Florent Braillard, que ça a été un immense succès éditorial. Ça a été un immense succès éditorial. Donc, plus de 12 millions d'exemplaires ont été produits ou distribués en Allemagne. À partir d'un certain moment, ça devenait une lecture un peu obligatoire. Alors, la lecture n'est jamais obligatoire. Ce qui est obligatoire, l'acquisition, c'est obligatoire. Donc, ça veut dire qu'un Allemand sur 8 l'avait chez lui, ce qui est quand même absolument incroyable. Il faut d'ailleurs noter qu'un grand nombre d'exemplaires ont été produits à la toute fin du régime. Quand les troupes étaient envoyées, en particulier à l'Est, on leur offrait un exemplaire de Mein Kampf pour les mobiliser.
Et après, Antoine Wittkin, qu'est-ce qui s'est passé avec Mein Kampf lorsque la guerre s'est achevée? Qu'est devenu ce livre dans sa diffusion? Il a continué à s'exporter. De la même manière qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il s'exportait dans le monde, on pourrait en parler, mais il a eu aussi un rôle international de mobilisation des nazis ou des partisans des nazis, par exemple en Amérique latine ou aux États-Unis, en Angleterre, où ils existaient avant-guerre. En France, ça a été plus compliqué, mais l'histoire est un peu longue. Après la guerre, il a continué à s'exporter et il continue de s'exporter et de se vendre. Il y a des estimations diverses et variées. Un magazine américain a relevé qu'il s'en vendrait en langue anglaise environ 20 000 par an, ce qui n'est pas rien à l'échelle de la planète. En Turquie, il y a une dizaine d'années, il s'en était vendu 80 000 en quelques mois, par exemple. En Inde, il s'en vend aussi plusieurs milliers par an. D'ailleurs, c'est pas inintéressant, et c'est une réponse à la question que vous avez certainement en tête, c'est que Inde et Turquie, ce sont des pays dans lesquels l'ultranationalisme est un ressort politique extrêmement important. Et donc je crois qu'aujourd'hui, Mein Kampf, il ne faut pas surestimer évidemment sa dimension purement nazi. Les ultranationalistes indiens ne sont pas des nazis ou des néo-nazis. En revanche, il vaut comme un symbole, un pur symbole, au-delà même des mots, et c'est en cela que l'objet peut-être l'emporte sur le texte parfois dans ces pays-là, et peut-être en France aussi évidemment. Et puis, par ailleurs, il est effectivement, au-delà du symbole par l'objet, il est également le symbole de l'ultranationalisme, tout simplement. Mein Kampf et le nazisme, c'est aussi ça. Vous en avez trop dit, vous êtes obligé de nous dire quelques mots sur Mein Kampf en France, Antoine Wittkin. C'est une histoire très particulière. Hitler a dit un jour, dans les années 30, que s'il avait su qu'il deviendrait chancelier, il n'aurait peut-être pas écrit ce livre. Il l'a dit à Hans Frank, qu'il a rapporté dans son journal publié après la guerre. Et pourquoi Hitler a-t-il dit cela? C'est qu'il avait bien conscience d'en dire beaucoup dans Mein Kampf. Et c'est la question centrale, moi. C'est pour ça que j'ai travaillé sur Mein Kampf. Je suis parti d'une question qui est comment se fait-il que les crimes nazis aient pu être commis alors que dans Mein Kampf était annoncé, en tout cas en germe, une vision du monde qui allait conduire à ces crimes. Et donc, s'agissant de la France, Hitler parle énormément, écrit énormément sur la France. Je crois que le premier concept, le premier mot-clé qui revient, ce sont les Juifs, effectivement, mais le second, c'est la France. Et donc Hitler veut la revanche contre la France et explique ce que sera sa politique étrangère vis-à-vis de ce pays. Et donc, il tente et il fait interdire la publication de Mein Kampf en France. C'est le seul pays dans ce cas-là. Il était ravi que Mein Kampf soit publié en Angleterre, par exemple. En France, il fait interdire ce livre en 1934 au nom du respect de son droit d'auteur, à nouveau comme un écrivain. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire française n'est pas l'histoire globale de Mein Kampf. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, Mein Kampf, là, c'est à nouveau vendu, et je vous en avais parlé dans la première partie de cette émission. Et alors, Florent Braillard, parmi les historiens, il y a différentes voix, bien sûr, des voix aussi discordantes. Par exemple, Johan Chapoutot explique que cette focalisation sur Mein Kampf a l'inconvénient, je cite ses propos, d'encourager une lecture hitléro-centriste du Troisième Reich. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je dois dire que quand j'entends cet argument, les bras m'en tombent, parce que, bien évidemment, je suis obligé de rappeler que le régime nazi, le Troisième Reich, était un régime très hitléro-centré, pour reprendre l'expression. Vous vous en souvenez, un des slogans de ce régime, c'était « Ein Volk, ein Führer, ein Reich », donc un peuple, un Reich, un Führer, pas deux, pas trois. Il y avait évidemment sous le Troisième Reich une politique de publicisation et de culte de la personnalité. Hitler, sous diverses représentations, saturait littéralement l'espace public. On vient de parler de Mein Kampf, il s'est vendu à 12 millions d'exemplaires. 12 millions d'exemplaires, ça veut dire qu'un Allemand sur 8 l'avait chez lui. Alors ça n'est évidemment pas le cas des différents idéologues que Johan Chapoutot a étudié dans son travail. Si on poursuit, évidemment, il y a des discussions sur la nature du régime nazi. Alors, peut-être que ce que l'on pourrait dire, pour tirer l'argument, Florent Braillard, consisterait à savoir si, en lisant cet ouvrage, à l'époque, il était possible de savoir que sa prise du pouvoir allait aboutir notamment à la Shoah.
Alors, ce que ce livre permet très directement de savoir, c'est que Hitler, quand il prendrait le pouvoir, allait liquider toutes les oppositions intérieures, à commencer par les communistes et toutes les forces oppositionnelles. Et que par ailleurs, il allait développer une politique antisémite radicale dont la finalité était la disparition des Juifs du Reich. Par ailleurs, donc ça n'est pas la Shoah, si vous voulez. Mais par ailleurs, on voit très bien qu'il met en place dès Mein Kampf des outils mentaux qui seront mis en œuvre, mobilisés pour concevoir à partir de 1941-42 cette chose absolument incroyable et terrifiante qui est la décision d'assassiner la totalité des Juifs d'Europe. Antoine Wittkin. Le régime nazi, pour ne pas rentrer dans ce débat effectivement complexe sur la nature de ce régime, était un régime effectivement assez décentralisé à certains moments, avec des décisions qui étaient dévolues à des acteurs qui n'étaient pas seulement Hitler. Mais il existait un principe qui s'appelait le Führerprinzip, c'est-à-dire les dirigeants nazis, quel que soit leur niveau, doivent s'efforcer de travailler en direction du Führer ou de ce que le Führer voudrait. Et dans ce cadre-là, Mein Kampf était évidemment une des références, pas la seule, il y avait aussi les discours, il y avait toutes sortes de choses, mais c'était une des références pour comprendre ce que Hitler voudrait. On parlait de la mise en œuvre de la Shoah, de la solution finale selon la terminologie nazie. Elle a été effectivement impulsée, voulue par Hitler, ça c'est une certitude, mais mise en œuvre et pensée par d'autres acteurs qu'Hitler. Mais on ne peut s'empêcher de penser que dans ce cadre-là, les intentions profondes, la vision du monde profonde portée par Hitler est contenue dans Mein Kampf, a joué un rôle. Et c'est pas pour rien qu'il existait des quasi-clubs de lecture de Mein Kampf où on disséquait ce qu'Hitler avait voulu dire dans son livre. Alors c'est cela en fait qui est intéressant effectivement à cet égard, Florent Braillard, le mot intention, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu un débat entre historiens. Alors deux types d'historiens s'affrontaient dans cette polémique intellectuelle, ceux qu'on qualifiait d'intentionnalistes et ceux qu'on qualifiait de fonctionnalistes. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi cette polémique finalement rejoint la question du rôle d'Hitler et donc de ses écrits, de sa pensée dans notamment la solution finale? Donc ce sont effectivement deux écoles historiographiques qui se sont développées, mettons, à partir des années 70. Pour les uns, Hitler, dès 1920 ou 25, avait l'intention de tuer, quoi qu'il en soit, l'ensemble des Juifs, et il n'aurait, sous des revirements tactiques, que poursuivi le même but. Et pour d'autres, la radicalisation progressive des politiques menées en particulier sur les territoires soviétiques à partir de l'été 1941 a fait un effet de radicalisation cumulative qui a abouti évidemment à un massacre total. Ce qui est vraiment intéressant, donc on parle de ce livre, mais il faut aussi parler, donc Mein Kampf est un vieux livre, mais Historiciser le mal est un nouveau livre qui s'appuie sur l'édition critique allemande. Un des apports réels que j'ai, quant à moi, tiré de cette édition critique, c'est la mise en circulation de nouvelles sources. Et l'une des sources vraiment extraordinaires, c'est une interview donnée en 1923, le jour même où elle allait se lancer dans son coup d'État, à deux journalistes espagnols, dans lequel Hitler, pour parler vulgairement, se lâche et il parle des Juifs. Et dans cette interview, il explique que la meilleure chose à faire, ce serait de tous les pendre. Voilà. Et donc ça, me semble-t-il, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que dès 1925, il y avait non pas un projet génocidaire, mais un imaginaire génocidaire qui n'a pas trouvé sa réalisation immédiate, bien évidemment, mais qui était quelque part dans l'arrière-fond du cerveau d'Hitler. Et quand à un certain moment, il a considéré que les conditions étaient réunies, il fallait réactiver cet imaginaire et le transformer en politique. Ça s'appelle la Shoah, ça s'appelle la solution finale de la question juive. Et c'est effectivement très important dans l'historiographie, dans la manière dont l'histoire s'est penchée sur la Shoah, Antoine Wittkin, parce que donc il y a les révisionnistes, eux, ou les négationnistes, eux nient tout simplement l'existence de la Shoah, et puis parmi les historiens, je parle des historiens sérieux, il y en a eu aussi qui ont considéré que finalement la Shoah était un projet sinon contingent, mais qui s'était imposé au vu des circonstances et qui n'était pas la colonne vertébrale de la Shoah. La colonne vertébrale du Troisième Reich, pardon.
C'est également vrai. Il y a évidemment les circonstances et la marge de l'histoire. Si l'Allemagne nazie n'avait pas conquis l'Est de l'Europe au moment de Barbarossa et ne s'était pas retrouvée avec des millions de juifs dont il fallait faire quelque chose, l'histoire n'aurait pas été la même, peut-être, mais encore une fois, c'est de la science-fiction. Ou de l'histoire contrefactuelle. L'histoire contrefactuelle. Mais éventuellement... donc, il y a évidemment, les deux sont vrais, et Florent Braillard, je pense, l'a bien résumé, les deux coexistent. Mais effectivement, lorsque l'Allemagne nazie se retrouve face à ce problème, selon ses propres termes, ce problème juif, lorsqu'il conquiert l'Est de l'Europe et qu'il y a tous ces juifs dont il faut faire quelque chose, c'est là où les cadres mentaux qui ont été mobilisés depuis l'existence du mouvement nazi, formalisé par Hitler dans Mein Kampf, théorisé par d'autres, c'est à ce moment-là que ces cadres mentaux, effectivement, de manière assez logique, conduisent à la mise en œuvre de l'extermination. Mais encore une fois, elle était en germe, elle était contenue, elle était pensée par cette notion de lutte des races absolue entre les Aryens et les Juifs, dont il ne devait, dit Hitler dans Mein Kampf, subsister qu'un seul des deux. Donc il y a une lutte à mort qui est engagée selon les nazis, et on comprend bien que lorsqu'on a des populations juives désarmées dans des ghettos dans l'Europe de l'Est, eh bien, assez logiquement, on va chercher à les exterminer. Et puis, Florent Braillard, ce qui me paraît particulièrement intéressant dans cette édition critique, c'est-à-dire dans la possibilité qu'on a de se confronter à la pensée d'Hitler, c'est aussi d'autres thèmes, parce que donc vous avez évoqué le racisme d'Hitler, la place qu'avaient les Juifs, sa représentation géopolitique, qu'occupaient les différents blocs et les différents espaces. Il y a aussi cette idéologie, son anticommunisme et son antilibéralisme. L'antilibéralisme de l'homme ne doit pas être sous-estimé, à mon sens. Vous avez absolument raison. J'ajouterais un autre élément qui est la haine de la démocratie. Vraiment, de la démocratie libérale. Oui, de la démocratie libérale. Mais c'était une des choses qui m'a beaucoup frappé en relisant de près, en particulier le premier volume. Il y a des pages qui sont ahurissante de haine pour la démocratie que Hitler remplace par une chose qu'il appelle la démocratie germanique, et qui consiste tout simplement à avoir un Führer qui décide tout. Donc il y a un concept là que j'avoue ne pas tout à fait saisir, évidemment, puisque c'est l'exact inverse de ce qu'est la démocratie. Et là encore, évidemment, Mein Kampf permet de comprendre la manière dont, en l'espace de quelques mois, après que Hitler est devenu chancelier du Reich, tout d'un coup, il n'y a plus de Reich, il n'y a plus de République, ça devient un régime ultra-autoritaire sous la férule d'une seule personne, Hitler, le Führer, dont les pouvoirs sont immenses, même si évidemment il doit composer avec différentes composantes de la société qui sont en compétition. Voilà, et c'est pour ça que lire Mein Kampf aujourd'hui, en particulier dans une édition comme Historiciser le mal, est fondamental pour des historiens, pour des spécialistes, parce qu'il y a une cohérence entre la pensée de 1925 et les pratiques barbares à partir de 1933. Mais c'est cela aussi parce que lorsqu'on se confronte à ce texte, l'autre difficulté, c'est ce que les historiens appellent la reductio ad Hitlerum, autrement dit le fait de prendre un point particulier de la pensée hitlérienne et de savoir si celui-ci est cohérent, parce que c'est une pensée qui a un tel bric-à-brac. Je donne un exemple. Il y a une thématique anti-économique très forte chez Hitler. Il considère que, par exemple, la dette, les intérêts sont des inventions juives et qu'il faut leur faire la guerre. Est-ce qu'on est contre, lorsqu'on est contre la dette, contre les intérêts, est-ce qu'on devient hitlérien? Bref, ces questions-là se posent à partir de ce moment-là, et c'est ça, ce péché historique qu'on appelle la réduction ad Hitlerum, Florent Braillard. Donc, moi, l'expérience que j'ai avec mon équipe, c'est que, au fond, le livre est très mal écrit, mal construit, on l'a suffisamment dit. Et malgré tout, il fait système. Il fait système parce qu'il embrasse un grand nombre de thématiques qu'il arrive à ordonner de manière logique et à déployer dans ces différentes strates. Donc, malgré son caractère amphigorique, si je peux répéter cet adjectif, il y a là une pensée qui est très, très forte.
évidemment, dont les bases sont totalement falsifiées. Je veux dire, on ne peut pas créer une pensée sur la base d'une pensée de principes racistes. Ça n'est pas possible, puisque les races n'existent pas, que l'inégalité des races n'existe pas, que les Aryens n'ont pas créé la totalité de la culture mondiale et que les Juifs n'ont pas passé 6000 ans à avoir un rôle maléfique. Donc, les fondements même de l'idéologie sont évidemment faux, et néanmoins, le système qui en est tiré fait système et fonctionne. Une question difficile pour vous, Antoine Wittkin. Quelle est la dangerosité d'un livre, de ce livre, selon vous? Est-ce qu'il y a effectivement, je ne sais pas, un côté quasiment métaphysique dans le Mein Kampf d'Hitler? Je serais tenté de vous répondre que non, et en même temps, lorsque je vois les précautions qui sont prises face à ce livre, et historiser le mal en est l'une des incarnations, on voit très bien que c'est pas simple. Je le comprends, et en même temps, je me dis que Mein Kampf, ça ne devrait être qu'un texte historique important pour l'histoire du Troisième Reich, que l'on devrait ne regarder que finalement qu'en historien. Un historien, ça veut dire essayer de comprendre ce que ça signifie, ce que ça signifiait, et peut-être ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Et ce que je pense que ça signifie pour nous aujourd'hui, c'est ce dont finalement on a parlé là au cours de cette demi-heure, c'est le fait que des projets politiques violents, radicaux, peuvent être préalablement décrits, explicités par des gens qui ensuite les mettront en œuvre, et ça appelle à apporter une grande attention aux idéologies, a fortiori lorsqu'elles sont formalisées noir sur blanc comme cela, de personnalités radicales. Absolument, prendre les idées au sérieux, et ça, y compris lorsqu'elles paraissent... Et c'est une leçon qui était nécessaire évidemment dans les années 20 ou 30, et c'est une leçon également pour aujourd'hui. Donc est-ce que c'est un livre dangereux? Je ne sais pas. En tout cas, il nous apporte quand même un certain nombre d'antidotes à ce qui nous menace encore aujourd'hui, et ce qui a menacé le monde au cours des 60 dernières années depuis 1945. Le regard de l'éditrice Sophie de Closet. C'est bien parce que ce livre, il circulait de manière plus ou moins clandestine, qu'il était considéré comme une sorte de fétiche maléfique, qu'il fallait le démythifier, le déconstruire et le ramener à son statut de source historique justement. Et donc proposer une édition scientifique qui puisse en faire ce qu'il est, à savoir une source fondamentale, monstrueuse, difficile, sans accompagnement historique, de l'histoire tragique du XXe siècle. Et c'est ça qu'on a fait. Question personnelle, Sophie Closet. Est-ce que vous vous êtes dit, en tant qu'éditrice, il faut qu'un éditeur le fasse? Ça peut pas être, je ne sais pas, c'est pas le rôle d'un service public de le faire, et donc je vais le faire, même si cela va poser toute une série de problèmes et soulever des polémiques. Oui, alors ça aurait pu être une maison d'édition publique. Il se trouve que ça se sont pas battus pour le faire. Mais oui, je pense que c'est une mission d'éditeurs et d'éditeurs généralistes de sciences humaines aujourd'hui d'arriver à financer et à mener des projets au long cours qui ont une importance scientifique, civique, au-delà d'un intérêt commercial. Un mot de conclusion, Florent Braillard. Je pense que l'adjectif important, c'est civique, hein, tout simplement. Parce qu'il était absolument indispensable de proposer enfin cette édition critique, dont on verra, qui montrera, je crois, que Mein Kampf n'est pas susceptible de convaincre aujourd'hui qui que ce soit, en particulier quand il est expliqué. Et cette mission civique, en tant que fonctionnaire, chercheur au CNRS, j'avais vraiment l'impression d'y répondre en travaillant pendant 5 ans sur ce long chantier. Historiciser le mal, une édition critique donc de Mein Kampf aux éditions Fayard. Et le débat se poursuit d'ailleurs sur France Culture, puisqu'à 18h20, mon camarade Emmanuel Laurentin, dans le temps du débat, pose la question suivante: éditer ou ne pas éditer Mein Kampf, avec Elie Barnavi, qui est professeur d'histoire et ancien ambassadeur d'Israël en France, et Stéphane Martins, qui est spécialiste du Troisième Reich.